Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attaques de vendredi dernier à Paris, a été tué lors de l'opération massive des forces spéciales françaises menée à Saint-Denis hier mercredi. Toujours en France, l'Assemblée nationale a donné en partie ce jeudi son accord pour le prolongement du projet de loi sur l'état d'urgence. Validée, cette loi sera demain vendredi devant le Sénat. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre les 19 et 20 novembre de chaque année la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Nous aurons le message du gouvernement dans cette édition. Et puis le 19 novembre de chaque année également décrété journée mondiale des toilettes, une commémoration pour sensibiliser l'opinion publique sur l'utilisation des toilettes respectant les normes d'hygiène. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. L'opération massive des forces spéciales françaises menée à Saint-Denis hier mercredi dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris et sa proche banlieue ciblait de toute évidence le coordinateur présumé de ces attaques, Abdelhamid Abaoud. Cela a payé. Le cerveau présumé des attaques de vendredi dernier à Paris, Abdelhamid Abaoud, a été tué hier à Saint-Denis. Abdelhamid Abaoud, tête d'affiche du contingent des djihadistes francophones de l'État islamique, a été tué dans les assauts menés mercredi 28 novembre à Saint-Denis en France. L'information vient d'être donnée par le parquet français. Mais la traque se poursuit par ailleurs contre Salam Abdeslam, 26 ans, soupçonné d'être un des membres du groupe qui a mitraillé vendredi les terrasses de cafés et de restaurants parisiens avec son frère Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser. Pendant ce temps, les frappes françaises en Syrie se multiplient. Des bombes sont larguées sur le centre névralgique de l'État islamique à Raqqa. La France a lancé son porte-avions Charles de Gaulle vers la Syrie. Ce porte-avions nucléaire va pouvoir tripler les rotations aériennes pour frapper le groupe État islamique sur place. Depuis mercredi, les raids aériens français sont renforcés par les frappes russes. Ces frappes ont causé la mort de 33 djihadistes de l'État islamique, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est dans ce contexte pesant que les députés viennent de voter ce jeudi un projet de loi renforçant l'état d'urgence décrété par le président français François Hollande. Ce texte prévoit la prolongation de l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter du 26 novembre jusqu'à fin février 2016. Abdelhamid Abaoud, cerveau présumé des attaques de vendredi dernier à Paris, a donc été tué lors de l'opération massive des forces spéciales françaises menée à Saint-Denis hier mercredi. Toujours en France, l'Assemblée nationale a donné en partie ce jeudi son accord pour le prolongement du projet de loi sur l'état d'urgence. Validée, cette loi sera demain vendredi devant le Sénat. Le texte prévoit donc d'une part la prolongation de l'état d'urgence pour une période de 3 mois et d'autre part l'élargissement du régime des assignations à résidence. Gabriel Zadeh. Réunis ce jeudi 19 novembre 2015, les députés français ont donné le feu vert pour la prolongation de l'état d'urgence. Il s'agit de prolonger le délai pour une durée de 3 mois. Le Premier ministre Manuel Valls attire l'attention sur les risques d'utilisation d'armes chimiques ou bactériologiques. Fusils d'assaut, décapitation, bombes humaines, armes blanches ou tout à la fois, perpétrées par des individus ou des commandos, cette fois-ci particulièrement organisés. Et il ne faut aujourd'hui rien exclure, nous l'évoquions hier, et je le dis bien sûr avec toutes les précautions qui s'imposent, mais nous le savons, et nous l'avons à l'esprit, il peut y avoir aussi le risque d'armes chimiques ou bactériologiques. Il est question de durcir le ton et surtout d'élargir le régime des perquisitions et assignations à résidence. Gabriel Zani. Après la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois, il reste à modifier le régime de perquisition et d'assignation à résidence. S'il est modifié, les perquisitions ne devraient pas concerner les locaux affectés à un mandat parlementaire, un avocat ou un journaliste. Nous y reviendrons. Ici, en Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est entretenu avec 4 ambassadeurs accrédités dans notre pays.
pays, les ambassadeurs de l'Inde, du Japon, du Gabon et du Canada. Il a été question de coopération en général et surtout de coopération parlementaire entre ces pays et la Côte d'Ivoire. Michel Digré. La diplomatie parlementaire, initiée par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'intensifie. La question était au cœur des audiences accordées aux ambassadeurs ce mercredi. Les perspectives d'échanges interparlementaires et la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Canada, le Japon et l'Inde sont entre autres les sujets abordés. Nous avons eu beaucoup d'opportunités de travailler ensemble, disons, la formation des personnes en Parlement au Canada et ici. Et nous avons fait beaucoup d'échanges entre les hommes et les femmes parlementaires. Il m'a été donné de demander à son Excellence le président de l'Assemblée nationale d'envoyer une délégation de parlementaires, de députés en Inde. Et ce sera une occasion pour ces députés de maîtriser, de connaître comment une si grande démocratie fonctionne. J'ai réitéré que mon souhait de voir les relations d'amitié qui existent depuis longtemps entre la Côte d'Ivoire et le Japon continuent renforcer davantage. Avec l'ambassadeur du Gabon en Côte d'Ivoire, il s'est agi de voir dans quelle mesure les parlements des deux pays pourraient contribuer à la ratification des accords bilatéraux signés au cours de la visite du président gabonais en Côte d'Ivoire en novembre 2014. Le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes a été adopté hier en commission par l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été défendu par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré. Reportage, Michel Digré. En vue de se conformer aux dispositions de l'article 12 de la loi 2014-681 du 22 septembre 2014 portant budget de l'État pour l'année 2015, il importe de faire ratifier l'ordonnance numéro 2015-228 par l'Assemblée nationale avant la fin de la deuxième session parlementaire. Ce sont en ces termes que le ministre Sidi Touré a présenté la nécessité de la ratification par le Parlement de l'ordonnance portant création de l'Agence Emploi Jeunes. Une ordonnance adoptée en Conseil des ministres en avril 2015 et signée par le président de la République. Il s'agissait alors pour le gouvernement de mettre en place, et ce en urgence, une structure essentiellement destinée à la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes. L'objectif visé par la création de ces structures dotées de la personnalité morale et l'autonomie financière est d'éviter la dispersion des efforts de l'État en garantissant une plus grande synergie entre les différents programmes et initiatives en vue d'assurer l'orientation stratégique, la coordination pragmatique, l'impulsion des initiatives d'emploi au profit des jeunes, le contrôle et le suivi-évaluation. Le projet de loi sur la ratification de l'ordonnance portant création de l'Agence Emploi Jeunes comporte un article unique. Il a été adopté à l'unanimité par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Et d'emploi jeune, nous allons continuer à en parler, mais cette fois avec Doua Delazé, qui a suivi le premier salon ivoirien de l'emploi dénommé Emploi Direct. Il a été organisé par l'agence Emploi Jeune qui veut mettre en place une plateforme de contact et de rencontres d'échange. 70% de jeunes Ivoiriens âgés de 18 à 35 ans sont en quête d'emploi sur l'étendue du territoire national. L'information a été donnée par l'agence Emploi Jeunes qui, à travers le Salon ivoirien de l'emploi, veut donner une réponse aux problèmes d'insertion des jeunes dans le tissu social. Dénommé Emploi Direct, ce salon favorisera des contacts entre les demandeurs d'emploi et une cinquantaine d'entreprises publiques et privées. Un espace d'échange qui va aboutir à des signatures de conventions pour des offres d'emploi et des stages pré-emploi. Les jeunes et les personnes à la recherche d'emploi, à défaut d'informations sur les opportunités qui s'offrent à eux,
encourent le risque d'une mauvaise orientation professionnelle au niveau de leur insertion dans le tissu économique. Le pavillon recrutement permettra aux candidats à l'emploi d'être directement en contact avec les entreprises, les cabinets privés ou publics de placement. Plus de 5000 opportunités d'emploi sont offertes à la jeunesse de Côte d'Ivoire au cours de ce premier salon ivoirien de l'emploi qui attend plus de 10 000 visiteurs. Hier a eu lieu l'ouverture officielle du forum sur les technologies de l'information et de la communication pour tous qui se tient en Tunisie. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à ce grand rendez-vous qui est à sa 9e édition. Le thème est choisi cette année de l'économie numérique à l'économie créative. Franck Quadio. Un rendez-vous du donner et du recevoir, quelques termes pour résumer ce 9e forum TIC pour tous de Hammamet en Tunisie. C'est que sur cet espace dédié, plus d'une trentaine de pays du monde proposent et prospectent autour de l'innovation technologique et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Plusieurs entreprises, le privé, l'institutionnel et le public composent la délégation conduite par le ministre de la Poste et des TIC Bruno Nabagné-Koné. Le thème de cette année nous invite à aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui autour de l'économie numérique pour aller vers l'économie du savoir. Cette économie du savoir, l'éducation, la formation, la promotion du contenu, donc le contenu culturel, les jeux, les films, les usages, le développement des usages dans l'éducation, dans la santé, etc., toutes choses que la Tunisie fait déjà et toutes choses que nous sommes intéressés à copier, imiter. Pour cette ouverture officielle, présidée par le Premier ministre tunisien Habib Essid, l'accent est mis sur la créativité avec pour support le numérique en adéquation avec la thématique du forum, et cela pour un objectif. L'expérience n'est pas dans un seul pays en Afrique. La Tunisie, c'est vrai qu'elle a commencé plus tôt que d'autres, mais la Tunisie, elle a des choses à offrir. Mais la Côte d'Ivoire aussi a des choses à offrir. L'Algérie, l'Afrique du Sud, tous les pays ont quelque chose à offrir. Ensemble, l'idée, c'est qu'on puisse partager tout ce savoir ensemble en utilisant la technologie de l'information. Plusieurs pays, plusieurs expériences à différents niveaux. Une Afrique qui, selon le ministre ivoirien des TIC, veut s'inspirer du monde, mieux s'ouvrir au progrès technologique. Notre ambition, c'est de fédérer toute l'Afrique à travers une véritable vision, à travers une construction des TIC dans l'ensemble du continent, pour faire en sorte que nos pays et notre continent en particulier, que nos pays et notre continent en général puissent tirer le meilleur profit des technologies de l'information et de la communication. Les TIC pour tous en Tunisie, le forum mobilise plus de 4000 participants venus du monde entier. Deuxième grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre les 19 et 20 novembre de chaque année la journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants, lancée en 2000 par la Fondation Sommet mondial des femmes en synergie avec la journée des droits de l'enfant. Objectif, mettre en évidence le problème des abus, violences et exploitation à l'encontre des enfants. Serge Colliard. La journée mondiale pour la prévention des abus envers les enfants vise à interpeller les populations sur la protection des enfants. En Côte d'Ivoire, selon la dernière enquête réalisée en 2006, 9 enfants sur 10 sont victimes de violences émotionnelles. Un enfant sur 5 est victime de corrections physiques sévères. Des chiffres peu reluisants selon la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Ces chiffres sont alarmants. Après une longue tradition du silence, les abus sexuels ou non, les violences et exploitations dont sont souvent victimes nos enfants font de plus en plus l'objet de révélations parfois consternantes. En effet, ceux-ci sont perpétrés tant au sein des familles que des institutions. Pour freiner le phénomène de la maltraitance des enfants, la ministre appelle à une forte mobilisation. Il est donc temps qu'une attention accrue, ainsi que des mesures urgentes, efficaces et soutenues,
de sensibilisation, de prévention et de protection soient prises au niveau familial, local, national et international. 25% des filles de 15 à 17 ans sont victimes de violences physiques avec une vulnérabilité accrue au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. 7% des filles de 15 à 17 ans sont victimes de violences sexuelles par leurs partenaires intimes. Autre information dans cette édition, les responsables régionaux du système éducatif de San Pedro veulent se donner les moyens pour mettre en application le thème de cette année scolaire, Ensemble pour une école obligatoire et de qualité. Une concertation vient d'avoir lieu sur le sujet au Centre culturel de San Pedro. Thérèse Tapeyoboué. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de San Pedro est l'une des directions où la moyenne des résultats scolaires de l'année dernière est supérieure ou tourne autour de la moyenne nationale. Au CEP, on note 84,85%, au BPC, 58,26%, au bac, 36,8% et aux techniques, 45,38%. Au-delà de ces résultats, les responsables de l'éducation nationale de San Pedro entendent mettre les bouchées doubles pour une année encore meilleure. Pour un pays où le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour que l'école soit une réussite, que l'école soit un exemple. Et c'est en ce sens-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire ce petit bilan avec nos collaborateurs et puis en même temps leur proposer ce que nous voyons comme perspective pendant cette année 2016 pour nous permettre d'être plus performants, pourquoi pas d'obtenir des taux de réussite de 100%. Pour donc relancer la machine, ils se sont retrouvés au centre culturel pour préparer le plan opérationnel de l'année 2016. Si nous fonctionnons dans une planification sur l'année civile, nous préparons en même temps la nouvelle rentrée scolaire et cela nous permet de prévoir les moyens financiers et matériels qu'il faut pour la nouvelle rentrée scolaire. Également au centre de la concertation, l'insécurité dans les écoles, les grossesses en milieu scolaire, les conditions de travail, le manque de tables-bancs, d'eau et d'électricité, de clôture dans certains établissements. Autant de problèmes soulevés par les participants qui méritent de trouver une réponse. Elle est tout à fait autre chose. L'organisation non gouvernementale Les Amis de la Vie a célébré la 8e édition de la Journée mondiale de la vie à travers une caravane dénommée la Caravane de la Vie. Cette caravane a marqué des arrêts dans les maternités de Koumassi et de Port-Boussy dans le district d'Abidjan pour faire des dons et encourager les agents de santé. Patricia Oumouetia. Le 30 octobre de chaque année, à 13h précises, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation en l'honneur de la vie. Elle permet à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et que cela se fête. C'est cette célébration qu'a initiée l'ONG Les Amis de la Vie à travers une journée caritative dénommée la Caravane de la Vie. Une caravane qui a sillonné les communes de Koumassi, Port-Boué, Adjamé et Williamsville, partageant au passage des dons en vivre et en non-vivre. Les femmes et le personnel de santé ont été sensibilisés à prendre soin de leur santé et à vivre dans un environnement sain. Je suis amie de la vie et partout la vie est, partout la vie se manifeste, on est là. Nous sommes des gens qui ont été mandatés par l'État pour donner de la vie aux enfants, aux malades, à la population. Et lorsque nous recevons de telles visites, ça nous va droit au cœur. Merci les amis de la vie. Merci beaucoup, je vous salue. Gentiment. S'il y a bien une journée mondiale qui se fait tout doucement une place dans le calendrier, c'est celle de la vie. Nous en sommes à la 8e édition. L'Institut national de formation des agents de santé INFAS a initié une formation sur la prise en charge du VIH au profit des infirmiers et des sages-femmes en instance d'affectation. Il s'agit à travers cette formation de leur donner les rudiments nécessaires pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Vénance Emmagnamia. Ils vont bientôt regagner leur premier poste d'affectation, mais avant, ils bénéficient d'une formation sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Eux, ce sont ces 1641 infirmiers et sages-femmes de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS.
Cette formation financée par l'USAID PEPFAR vise à les outiller afin de leur permettre d'être efficaces dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Pour l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre les objectifs 90-90-90. Ça veut dire que 9 personnes sur 10 qui sont infectées par le VIH devaient être dépistées. Et sur ces 9 personnes sur 10, 9 autres personnes sur ces 10 personnes-là devaient avoir accès aux ARV. Nous sommes en train de faire avec la DRH et l'INFAS la formation des infirmiers et sages-femmes en instance d'affectation, leur formation sur la délégation de tâches pour que ces derniers, dès qu'ils auront leur poste d'affectation, puissent être capables de pouvoir prendre en charge correctement et avec plus de qualité les personnes infectées par le VIH. La formation va durer 5 jours. Elle est axée sur les notions essentielles d'infection à VIH, les soins et soutien aux personnes vivant avec le VIH et la gestion des activités de prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les approches choisies pour instruire les participants sont les exposés illustrés, le brainstorming, les activités de groupe, les jeux de rôle, les discussions et les études de cas. Les 1641 participants à cette formation sont composés de 967 infirmiers et 641 sages-femmes. Autre grand titre de cette édition, le 19 novembre de chaque année est décrété Journée mondiale des toilettes, une commémoration pour sensibiliser l'opinion publique sur l'utilisation des toilettes respectant les normes d'hygiène. À l'occasion de cette célébration, notre reporter Moussa Konaté s'est intéressé aux toilettes publiques dans le district d'Abidjan. Les populations passent la plupart de leur temps hors de leur domicile. En cas de besoin naturel, les toilettes publiques sont le plus souvent sollicitées. Le WC public aussi c'est bon parce que quand tu sors à la maison, bon, si tu n'as pas une toilette, bon, nous aussi on est un responsable des pères de famille. Bon, on ne peut pas prier dans les rues comme ça, il faut qu'on rentre dans un coin et puis on se fait toilette propre. Tu sors de chez toi, tu es très loin de chez toi et puis vous avez un besoin pressant, vous êtes obligé d'aller dans les WC publics. Voilà, vous êtes obligé, c'est une obligation pour les gens d'aller au WC public. Les toilettes publiques sont d'une grande utilité, mais elles ne sont pas en grand nombre dans le district d'Abidjan. Alors, très souvent, la rue devient un urinoir. Et rares des toilettes qui existent sont détenues par des particuliers. Ce jeune homme est gérant de toilettes publiques et selon lui, créer des toilettes publiques est une activité rentable. C'est un pipi 50 francs, laver 100 francs, le seau 100 francs, bon, souvent tu gagnes 7 000. Bon, il y a les eaux aussi, tu gagnes moins 13 000, moins 12 000. Bon, ça dépend quoi. Activité rentable, mais l'entretien des lieux laisse à désirer. À l'intérieur de quelques toilettes visitées, l'hygiène fait défaut. Oui, il y a le coin aussi qui n'est pas propre. Si le pas propre aussi, nous on ne rentre pas dans le coin. C'est mal entretenu surtout. La propriété n'y est pas. En fait, souvent, on verse acide aussi ou bien aux arrêts secs là. On prend pour verser la nuit comme ça. Le matin, si tu viens, tu laves avec les brosses, tu as fini de laver, tu mets des gousselins dessus. Voilà, après maintenant, il y a autres à mettre dans le bidon aussi. Si c'est mouillé, on verse dans le douche un peu. Des toilettes publiques propres, respectant les normes sanitaires et d'hygiène, c'est possible. La mairie du Plateau, par exemple, s'est dotée de toilettes publiques modernes, une infrastructure de pointe avec toutes les commodités d'hygiène. Vraiment, ça m'a rendu un premier gaou à Abidjan, au lieu de Paris. La douche est vraiment propre, les toilettes sont propres. Surtout, ce qui me plaît, quand tu rentres, l'eau vient effacer l'urine de celui qui a passé. Il y a les clients qui sortent, ils rentrent directement pour nettoyer, ils pompent. Pour pas, les gens ils vont venir pour voir, pour sentir l'odeur des pipis, les caca, tout ça là. Quand vous rentrez, les lumières s'allument seules. Quand vous finissez, vous avez l'eau. Quand vous mettez la main, vous avez de l'eau directement. Le savon aussi automatiquement, les toilettes. Les urinoirs aussi pareil. Quand vous finissez, vous ne touchez à rien. Voilà, quelqu'un qui rentre, il n'a aucun risque parce qu'il ne touche à rien. Les toilettes publiques moins nettoyées sont un nid de microbes, de maladies infectieuses. La journée du 19 novembre est donc l'occasion pour sensibiliser sur l'accès aux toilettes de qualité. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a reçu à son cabinet le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Pierre Laporte. Il a été question du soutien de la Banque mondiale dans la restauration de l'autorité de l'État à travers la rénovation et la construction de bâtiments administratifs et préfectoraux. La Banque mondiale veut accroître sa contribution en Côte d'Ivoire dans le domaine sécuritaire.
L'inspection générale des services de police tient à l'École nationale de police un séminaire sur la validation du plan stratégique 2015-2016 des services de police. Un séminaire qui réunit les préfets de police, les directeurs centraux et leurs partenaires. On en parle avec Abou Sanogo. Bâtir une nouvelle police composée de policiers professionnels, respectueux des lois et des droits de l'homme, résolument au service de la population. C'est l'objectif que veut atteindre le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à travers le séminaire de validation du plan stratégique 2015-2020 de l'Inspection générale des services de police. Ce séminaire va donc permettre, durant 3 jours, de réfléchir sur un document qui précise pour les années à venir les principaux objectifs et les principaux types d'actions et de moyens que l'Inspection générale des services de police mettra en œuvre pour l'atteinte de ces objectifs. Nous aurons à disposition une procédure d'audit qui sera connue de tous, une procédure de lutte contre les fautes et une procédure spéciale de lutte contre le racket. La réforme du secteur de la sécurité engagée par le gouvernement depuis 2011 a permis des améliorations dans le fonctionnement et les pratiques de la police nationale. La suppression des barrages anarchiques permettant une plus grande fluidité de la circulation. La suppression des contrôles intempestifs des pièces, des personnes et des véhicules sur l'exaxe routier. Baisse notable du racket routier, amélioration de l'accueil des usagers dans les services de police. Les partenaires de l'Inspection générale des services de police s'engagent à l'accompagner sur ce nouveau chantier. Nous, en tant qu'usagers de la route, partenaires privilégiés donc de cette police-là, nous sommes satisfaits et rassurés de voir que depuis la hiérarchie jusqu'au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises pour que non seulement les routes soient fluides, mais aussi et surtout pour que le rapprochement de l'administration policière de l'administration privée que nous composons en partie soit effectif. L'audit des services de police, la lutte contre les fautes qui affectent l'image de la police nationale et la lutte contre le phénomène du racket sont entre autres les thèmes qui seront débattus au cours de cet atelier. Les forces de sécurité et les jeunes de la commune d'Abobo ont reçu 14 véhicules des mains du ministre Adama Toungara, maire de la dite commune, la commune d'Abobo. Ces véhicules vont aider les forces de sécurité à mieux protéger la commune. Quant aux jeunes, ils s'en serviront pour accroître leurs activités génératrices de revenus. Grâce Kando. La lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité à Abobo, le maire Adama Toungara en fait sa priorité. Remise alors de 14 véhicules aux jeunes et aux forces de sécurité de sa commune. 2 véhicules de patrouille de type 4x4 sont destinés à la police et à la gendarmerie pour les aider à mener à bien leur mission régalienne. Les 12 taxis communaux pour les 6 groupements d'intérêt économique de la jeunesse dynamique pour le progrès d'Abobo, JPDA. C'est vraiment un geste très formidable, inattendu. C'est un baume au cœur de réceptionner ces véhicules-là aujourd'hui. Pour le donateur, ce geste est le symbole de sa gratitude à l'endroit des bénéficiaires pour le calme qui a régné durant la présidentielle et la baisse du taux d'insécurité dans la commune. Trouver du travail pour la jeunesse, pour qu'ils puissent vivre de leur travail quotidien, est une préoccupation majeure. C'est dans ce sens que nous offrons donc les 12 véhicules. Le maire Adama Toungara entend également contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et en électricité pour le grand bonheur de ces populations. Et 50 femmes du département d'Issia viennent de renforcer leurs connaissances dans le domaine de la teinture. C'était à l'occasion d'un atelier de 2 semaines initié par la Commission nationale ivoirienne de l'UNESCO. Finance Emmanuel. 50 femmes du département d'Issia formées à la teinture. Cette initiative de la Commission nationale de l'UNESCO s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes. Elle vise à les outiller afin de leur permettre de maîtriser l'art de la teinture pour élargir leurs horizons créatifs, d'accroître leurs revenus et aussi de réduire l'exode. La formatrice Diaby Ouattara Massiami, experte internationale en artisanat et design, souligne que ce regroupement en atelier alliant formation théorique et pratique vise d'abord à faire le point de la formation de 2012,
puis à combler les lacunes, à renforcer les capacités et à apporter des techniques nouvelles afin de permettre à ces femmes de s'améliorer. Selon les deux experts de la Commission nationale de l'UNESCO, Zabani Nana et Chaudron Bert, cette initiative va permettre aux femmes des zones rurales et urbaines d'Issia de se prendre en charge pour sortir de la pauvreté. Ainsi, en plus du renforcement des capacités en teinture, les participantes ont été outillées en gestion coopérative et en comptabilité simplifiée. C'est en 2012 que la Commission nationale de l'UNESCO, dans le souci de sauvegarder les pratiques traditionnelles en vue d'une gestion efficiente des ressources naturelles, a obtenu la mise en œuvre de ce projet destiné au renforcement des capacités pour la promotion de la créativité et la lutte contre la pauvreté. Un mot de religion pour terminer cette édition. La mission évangélique de la délivrance des âmes a célébré sa fête des moissons, un moment qui a permis aux fidèles chrétiens d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Témoin pour RTI 1, Serge Colliard. Les fidèles chrétiens de la mission évangélique des âmes de Yopougon renouvellent leur foi en Jésus-Christ. Le signe de cet engagement a été marqué par la fête des moissons. Un moment de partage et de reconnaissance à Dieu. Plusieurs dons utiles au bon fonctionnement de l'Église ont été faits en ce jour spécial. Nous bénissons l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous fait la grâce de nous tenir aujourd'hui dans sa présence pour l'adorer, pour le célébrer, pour le magnifier, pour tous ses hauts faits dans notre vie. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qui s'est passé dans notre pays et en même temps nous en profitons pour rendre une action de grâce au Seigneur. Le prédicateur a invité l'Assemblée à être des acteurs de paix partout. Et on est venu pour dire à Dieu merci pour cette grâce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. En même temps, on a marqué un temps de reconnaissance, comme vous voyez, que nous appelons la fête de moisson, où tout chrétien, à un moment donné dans sa vie, à une porte donnée, doit s'arrêter pour dire merci mon Créateur. Voici un peu le sens de cette rencontre. Le mot fort, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon, et je pense que si nous sommes capables de nous pardonner, je crois qu'à partir de cette base-là, tout va se construire. La fête de moisson à la mission évangélique des âmes a été un instant de communion totale. La célébration de cette fête de moisson avait pour thème « Œuvrons tous pour la paix en Côte d'Ivoire ». Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.